bienvenue au JT Cluster, le JT qui vous informe. Ce soir, nous revenons sur un sujet qui a fait scandale et qui a enflammé les médias il y a maintenant 7 ans. En effet, l'enquête de justice ouverte à la suite de la vague de suicides au sein de l'entreprise France Télécom est désormais close. L'affaire est suivie de très près par les syndicats et les spécialistes du droit du travail. En attendant l'ouverture du procès, revenons sur des faits survenus en février 2008. En effet, entre 2008 et 2009, 35 salariés de l'entreprise se sont donné la mort. Ces suicides sont la conséquence directe d'un système mis en place par la direction de l'époque, un management de la terreur. Cette méthode avait pour but de pousser les employés vers la sortie, les pousser à démissionner. Les dirigeants étaient motivés par l'augmentation des profits en baissant les coûts de charge, ce qui implique les salaires. En diminuant le nombre d'employés, on peut baisser les coûts de charge. En donnant des objectifs irréalisables aux employés, les employeurs creusent l'écart entre le travail dit nécessaire et le surtravail pour effectuer une plus-value. Pour expliquer au mieux les causes de ces suicides, nous appuierons sur la théorie marxiste développée dans Le Capital. Théorie que l'on peut croire poussiéreuse, ancienne, mais qui reste d'actualité dans le monde capitaliste d'aujourd'hui. Tout d'abord, rappelons qui est Karl Marx. C'est un historien, sociologue, mais aussi économiste allemand du XIXe siècle. Son œuvre principale est Das Kapital, publié en 1867, consacré au développement de la production capitaliste. Sur notre plateau, nous retrouvons donc aujourd'hui Agathe Piketty, professeure et agrégée à la Sorbonne. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Delahousse. Et Mathilde Béraud, ancienne employée France Télécom, qui nous fera part, bonsoir, de sa vision interne de l'entreprise. Donc, Madame Piketty, c'est à vous. Donc, vous parliez tout à l'heure d'un monde capitaliste, donc je vous propose de tout d'abord commencer par définir ce terme, qui est le fil conducteur de la théorie marxiste. Donc, le capitalisme est un mode d'exploitation particulier de l'homme par l'homme. L'exploitation salariale est alors caractérisée par un échange économique. Le salarié est marchand, il vend au capitaliste sa force de travail. Il ne vend pas son travail, c'est-à-dire lui, sa personne, ni le produit de son travail. Il vend sa capacité de travail à la valeur moyenne du marché, donc la valeur du travail est payée à sa valeur. Par exemple, ma force de travail est de 10 € de l'heure. On devrait donc me payer 10 € de l'heure. Et c'est à partir de là que tout change pour les salariés. En effet, à France Télécom, on nous donnait des objectifs irréalisables. Et ainsi, l'entreprise vendait plus. Et cependant, nos salaires restaient les mêmes. Il y avait donc un temps de travail qui était non rémunéré. Peut-on donc parler de surtravail? Madame Piketty, que parlez-vous? En effet, on parle ici de surtravail. Ainsi, Marx divise le travail en deux formes de travail. Le travail nécessaire, qui est le travail que le prolétaire utilise pour produire et reproduire sa force de travail. On le distingue donc du surtravail, qui est le travail accompli au-delà du temps de travail nécessaire, qui est donc effectué gratuitement pour le capitaliste par le salarié. Et Madame Béraud, pensez-vous nous dire en quoi le concept de la condition des travailleurs de France Télécom? Oui, bien sûr. Par exemple, imaginons qu'en tant que salarié, je mets à la disposition du capitaliste, soit l'employeur, ma force de travail pendant 8 heures, pendant lesquelles je vais produire des biens et services d'une valeur de 80 €. Ma force de travail sera rémunérée de 40 € par jour. C'est un exemple. Ainsi, sur mes 8 heures de travail de salarié, il y a 4 heures de travail payées et 4 heures de travail qui seront non payées. Donc ici, l'axe représentant le temps de travail du salarié. Ainsi, pendant 8 heures, il va créer un bien d'une valeur de 80 €. Ce temps de travail, on va le diviser en deux, donc 4 heures et 4 heures. On va alors maintenant montrer le surtravail et le travail nécessaire. Ici, 40 €. Et ici, 0 €. On a donc ici le travail dit nécessaire. Et à côté, le surtravail. On peut donc dire qu'il y a une exploitation du travailleur et donc qu'une partie du travail n'est pas rémunérée. Exactement, monsieur Delahousse. Nous pouvons même dire que c'est sur ce temps de travail que les employeurs font leur profit, au détriment des salariés qui, eux, n'en profitent pas. On appelle cela la plus-value. La plus-value est la différence entre la valeur créée par la force de travail
donc les biens et services, et la valeur de la force de travail, le salaire. C'est la valeur du surtravail. Marx distingue ainsi deux formes de plus-value. La plus-value absolue, qui consiste à baisser les salaires sans réduire le temps de travail, ou alors à augmenter le temps de travail sans réduire les salaires. Donc ce moyen permet d'augmenter les profits, mais il a bien évidemment des limites sociales à incidence grave. En effet, en étant employé à France Télécom dans les années 2008, il y a eu 35 suicides survenus entre justement 2008 et 2009 chez France Télécom. Mais vous êtes donc en train de nous dire que cette méthode a une légitimité extrêmement faible. Exactement. La plus-value absolue est donc à distinguer de la plus-value relative, où le rapport entre temps de travail et temps de surtravail change. En augmentant la productivité, on diminue le temps de travail nécessaire de production en laissant intact le temps de surtravail. Cette méthode est donc plus légitime car le pouvoir d'achat des travailleurs reste le même, mais le prix des biens diminue grâce aux gains de productivité. Si je peux me permettre de vous expliquer ça plus vulgairement, cela signifie que nos salaires n'augmentaient pas. Cependant, l'entreprise produit plus et ainsi les prix baissent, ce qui nous avantage légèrement. Finalement, en augmentant la part de surtravail, les dirigeants de France Télécom ont poussé leurs employés au suicide et non vers la sortie, comme ils l'avaient espéré. Ils ont gagné en profit, mais ils ont perdu en hommes. L'argent était devenu une finalité et non un moyen. Exactement. Ce qui nous amène ici à conclure sur la différence entre la circulation simple et la circulation du capital, de l'argent comme capital. La circulation simple est de la forme M1 à M2. On a une marchandise et on la vend pour acheter une autre. Ici, l'argent est un moyen. A contrario, la circulation de l'argent comme capital est de la forme A, M, A'. On a de l'argent, on achète une marchandise et on la revend plus cher pour faire une plus-value. L'argent est donc ici la finalité. Pouvez-vous nous illustrer ce concept pour que nos téléspectateurs comprennent mieux ce concept? Bien sûr, volontiers. On a donc M1, la première marchandise, l'argent, et M2, la deuxième marchandise. On a donc une première marchandise que l'on revend, on obtient une somme d'argent pour acheter une nouvelle marchandise. C'est la circulation dite simple, qui est à distinguer justement de la circulation de l'argent comme capital, avec A l'argent, M la marchandise et A' l'argent, deuxième somme. A, nous avons de l'argent, on achète une marchandise que l'on revend plus cher et ainsi sur laquelle on fait une plus-value. C'est la circulation de l'argent comme capital. Merci pour ces explications, Madame Piketty, et pour votre témoignage, Madame Béraud. Tout de suite, la météo, suivie de votre film du lundi soir, Camping Paradis.